Tout savoir sur le CSS en seulement 5 minutes et en français, c'est parti. Le CSS permet d'ajouter des styles au HTML. Ça, c'est une page sans CSS et ça, c'est la même page avec du CSS. Il a été créé par Håkon Wium Lie. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé le CSS? Il l'a créé afin de séparer le markup, le HTML et les styles. Comment est-ce qu'on peut intégrer le CSS? Le premier, c'est en utilisant la propriété style. Ici, background color .red, c'est du CSS. La deuxième solution, c'est de venir ajouter une classe, par exemple myTitle, et ensuite on va venir ajouter un tag style. À l'intérieur, on va pouvoir écrire du CSS et venir ajouter des styles à la classe myTitle, par exemple ici background color red. Finalement, on peut aussi ajouter dans la head un lien qui va sur notre fichier CSS. Et dans notre fichier CSS, de manière séparée, on vient définir le style myTitle. Comment est-ce qu'on peut faire du CSS? Pour ça, il y a ce qu'on appelle des règles. Ce que tu vois ici, c'est une règle. Et dans cette règle, il y a des sélecteurs. Par exemple ici, H1. Ces sélecteurs, ils vont nous permettre de sélectionner des éléments de notre page HTML. Ici, on va pouvoir le sélectionner avec H1. On pourrait aussi le sélectionner avec le nom de la classe. Et cette fois, on va utiliser point le nom de la classe. On va aussi pouvoir utiliser l'ID avec cette fois un dièse qui va nous permettre de sélectionner l'ID. En règle générale, des sélecteurs spécifiques comme une classe est meilleur que de venir faire des sélecteurs complexes comme item dans une div, dans une H1. Ensuite, il y a les déclarations. Les déclarations, c'est ce qu'il y a dans une règle CSS. Une déclaration, elle est composée de propriétés et de valeurs. En résumé, on a une règle elle contient un sélecteur qui contient plusieurs déclarations qui contiennent elles-mêmes des propriétés et des valeurs. Les règles CSS s'appliquent dans l'ordre, c'est-à-dire le dernier arrivé, c'est celui qui va être appliqué. Ici, par exemple, ce sera le color blue. Maintenant, les propriétés, on va les diviser en trois groupes. Il y a les couleurs, les layouts et le positionnement. Le premier intéressant, c'est les couleurs. On va pouvoir définir un background qui va ajouter un background à n'importe quel élément. On va aussi pouvoir ajouter une couleur qui va changer la couleur du texte de notre élément. Pour rappel, color ou background ici, c'est ce qu'on appelle un attribute key. Red et light color, c'est ce qu'on appelle un attribute value, qui est ici de type couleur. On peut utiliser des couleurs nommées, mais elles sont malheureusement assez limitées, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, on va avoir tendance à utiliser par exemple de l'hexadécimal pour spécifier des couleurs précises, du RGB ou même du HSL. Et ensuite, on a les layouts, avec le premier élément qui est les box modèles. En web, les box, c'est à peu près tout. On a des box, dans des box, dans des box. Chaque box peut définir une margin, qui va définir l'espace qu'elle a autour d'elle. Ensuite, elle va définir une border, qui va définir une petite ligne tout autour de notre box, et un padding qui va définir l'espace intérieur à notre box. Et finalement, le contenu, donc tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de la box. Par exemple, ici, tu vois que j'ai ajouté une box avec une background color, une width, une height. On peut voir dans l'inspecteur d'éléments Chrome que on va retrouver exactement les données que je t'ai dit. Donc on a d'abord la margin qui va ajouter un espace extérieur. On va avoir la border qui va être une petite ligne. On va avoir le padding et le contenu ici. Ensuite, on a le padding. Le padding, il peut être défini de plusieurs manières différentes. Le premier, c'est d'ajouter 4 valeurs qui vont définir la valeur top, right, bottom et left. Pour t'aider, tu peux utiliser ce schéma. Tu vois qu'on commence toujours en haut et après on va dans le sens des aiguilles d'une montre pour définir nos valeurs. On peut aussi utiliser uniquement 2 valeurs. La première, elle va définir le top et le bottom, et la deuxième, le right et le left, donc de manière horizontale et verticale. Il est ensuite possible de définir des valeurs uniquement pour certains côtés, en utilisant par exemple padding left ou margin right. Il faut savoir que si tu ajoutes une background color, il sera uniquement appliqué au padding et au contenu, et il ne sera pas appliqué à la border ou au margin. Pour définir toutes ces données, on utilise des pixels, mais il est aussi possible d'utiliser des REM. Ensuite, la border. La border, elle peut être définie avec 3 valeurs. La première, c'est la size. Ensuite, le type et la couleur. Et tu vois que ça crée une magnifique border. Il est possible de changer la size, comme on l'a vu juste ici, ou aussi le type qui vont venir changer le style de la border. Finalement, il y a les margins. Les margins, ils fonctionnent exactement comme le padding, à la différence que le but de la margin, c'est de venir ajouter de l'espace entre les éléments. Tu vois qu'ici, je viens dire, j'ai envie d'avoir 32 pixels au top de ma box, et donc c'est ce que ça fait. Ensuite, il y a le display, avec par exemple le flow layout. Le flow layout, c'est le layout par défaut. Tous les éléments div, article, ph1 sont par défaut en display block. Alors que le display inline va venir positionner les éléments de manière inline, donc sur une ligne, et va être défini par défaut pour les spans,
les bold, les italiques. Ensuite, il y a le grid layout qui est moins utilisé, qui va nous permettre de créer des layouts compliqués, comme tu peux le voir ici, avec des grid templates, des grid template area, etc. et qui nous permet d'avoir cet effet de grid et de pouvoir positionner les éléments de manière très précise. Ensuite, il y a la position. La position, ça va nous permettre de venir définir une position à un élément de manière très spécifique. Par exemple, avec position absolute, on vient sortir l'élément du layout, c'est-à-dire qu'il ne prend plus de place. Au lieu de prendre une place, il va venir totalement sortir et ne plus prendre de place. On peut ensuite le positionner par exemple au bottom 8px et ça va venir le sortir totalement de son parent pour le mettre où on a dit. Avec par exemple ici right, on vient le positionner en bottom right. Ensuite, il y a les pseudo-classes. Avec par exemple le hover qui permet de faire en sorte que quand on hover un élément, il y a un style qui s'applique à lui. Pour ça, on utilise btn avec 2.hover et ça va venir sélectionner cet état de hover. On peut venir rajouter une transition afin que le hover se fasse de manière plus fluide en ajoutant une transition par exemple ici sur le btn. On pourrait aussi ajouter un state actif, ça va être quand on clique sur l'élément. Tu vois que ici dès que je clique, il vient se rapetissir et on peut utiliser la propriété transform et scale 0,8. Il y a plein d'autres propriétés comme translate, etc. Mais le scale permet de rapetissir ou de ragrandir notre bouton. Pour tout ça, il n'y a pas besoin de tout savoir par cœur. Tu peux déjà utiliser ChatGPT pour lui demander de générer du CSS pour toi en fonction de tes besoins ou si tu t'en rappelles plus, ou Google pour trouver des outils comme des shadow generators ou autres outils. Le plus important, c'est de pratiquer plus. C'est en pratiquant que tu vas mémoriser tous ces sélecteurs CSS. Et pour ça, tu peux aller sur mlv.sh pour avoir accès à de nombreux exercices ainsi qu'à beaucoup de quiz qui vont te permettre de pratiquer énormément le CSS, des playgrounds interactifs pour voir concrètement ce qui se passe dans le code ou même des exercices qui vont te permettre de découvrir comment utiliser le CSS de manière concrète. Sans oublier les vidéos pour comprendre tout ce que je fais. Tu peux aller sur mlv.sh/css ou le premier lien dans la description, t'inscrire totalement gratuitement et avoir accès à vie à ma formation HTML et CSS. Like, commente, abonne-toi. Ciao.